Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si mon micro est parfait et si je parle pas trop même devant le micro. N'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il vous plaît, ça m'aidera énormément. Donc voilà, pour mon tout premier podcast, j'aimerais parler des 5 reines qui ont vraiment gouverné dans l'ombre. Voilà, je sais pas si ça vous parle. Enfin bref, rentrons dans le vif du sujet. Quand on pense aux grandes figures de l'histoire, on pense à des rois, des conquérants, des noms en chiffres romains, mais derrière chacun de ces rois, il y a souvent une femme qu'on a soigneusement effacée. Malheureusement, c'est pratiquement tout le temps comme ça. Une femme qui tenait les comptes, qui matait les révoltes, qui signait les traités, pendant que l'histoire retenait le nom de qui? De son mari ou de son fils. Aujourd'hui, on en ressort 5 des oubliettes, 5 reines qui ont vraiment gouverné, pas en décorant un trône, en tenant un royaume. Pour la première personne, on va parler d'Aliénor d'Aquitaine. D'Aquitaine. Donc je pense que beaucoup de personnes la connaissent, je sais pas, ça dépend. Alors on commence avec une femme qui a été reine 2 fois, dans 2 royaumes différents, et qui a gouverné les deux, il faut le dire. En 1137, elle a 15 ans, et elle hérite du duché d'Aquitaine, le territoire le plus vaste et le plus riche du royaume de France. Plus riche que les terres du roi lui-même. Le 25 juillet en 1137, elle épouse le futur Louis VII et elle est reine de France. Sauf que Louis VII et Aliénor, ça ne fonctionne pas. Elle le suit en croisade en 1147, oui, en croisade, et ce n'est pas une métaphore, elle chevauche jusqu'à Antioche. Et c'est là-bas que le couple se fracture définitivement. On murmure une liaison entre Aliénor et son propre oncle, Raymond de Poitiers, prince d'Antioche. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est rapporté par Jean de Salisbury, un contemporain, mais rien ne le prouve formellement, il faut le dire quand même. Ce qui est sûr, c'est qu'à leur retour, le mariage était mort. Le 21 mars en 1152, le mariage est donc annulé pour consanguinité. Et oui. Et du coup, 8 semaines plus tard, excusez-moi parce que j'ai reçu une notification, je sais pas pourquoi, j'espère on n'est pas dérangé. Juste perdu dans le fil, qu'est-ce que je dis? Oui, 8 semaines plus tard, c'est pas croyable, hein, mais 8 semaines plus tard, Aliénor épouse Henri de Plantagenet, le 18 mai en 1152. Je sais pas si vous avez compris, 8 semaines. C'est tellement peu, mais je vois qu'avant ils allaient assez vite. Un homme qui 2 ans plus tard, excusez-moi, deviendra roi d'Angleterre sous le nom de Henri II. Et c'est là que du coup Aliénor devient reine d'un empire qui va de l'Écosse aux Pyrénées. Elle gère l'Aquitaine, elle tient la cour à Poitiers, elle administre des territoires immenses pendant que Henri fait la guerre. Quand ses fils se révoltent contre leur père en 1173, Aliénor prend leur parti et Henri II la fait enfermer. 16 ans de captivité, c'est énorme. Elle est libérée en 1189 à la mort de Henri par son fils Richard, Cœur de Lion. Elle a 67 ans et au lieu de se retirer, elle assure la régence pendant que Richard part en croisade. Elle déjoue les complots de Jean sans Terre et elle maintient le royaume. Et c'est seulement en 1200, à 77 ans, qu'elle traverse les Pyrénées en plein hiver pour aller chercher sa petite fille Blanche de Castille en Espagne et la ramène en France pour un mariage dynastique. C'est quand même fou, à 77 ans, les Pyrénées en hiver au XIIIe siècle. Aliénor meurt en 1204 à Fontevraud, elle avait donc 82 ans et elle avait été reine de France, reine d'Angleterre, duchesse d'Aquitaine, en croisée, prisonnière, régente et stratège dynastique.
Et malgré tout ça, pendant des siècles, l'histoire l'a réduite à la femme d'eux ou la mère d'eux. Allez savoir pourquoi. Comme deuxième personne, on va parler de qui? Blanche de Castille, la petite fille du coup d'Aliénor. Donc, et c'est cette petite fille qu'Aliénor est allée chercher par-dessus, enfin au-delà des Pyrénées, c'est notre deuxième portrait. En 1226, le roi Louis VIII meurt brutalement en revenant de la croisade contre les Albigeois. Son fils, le futur Saint-Louis, a 12 ans. Blanche prend la régence et la France de 1226. C'est un nid de vipères. Les grands barons du royaume, le comte de Champagne, le duc de Bretagne, les Lusignans, se coalisent immédiatement. Une femme au pouvoir, une étrangère espagnole, ils n'en veulent pas. Ah ça, non, ils n'en veulent pas. Blanche décide de les affronter, pas en négociant poliment, en levant des armées, en jouant les alliances les unes contre les autres, en isolant les rebelles un par un, et en 1229, elle impose le traité de Paris au comte de Toulouse, qui met fin à la croisade des Albigeois et rattache le Languedoc à la couronne. Un traité que les rois précédents n'avaient pas réussi à obtenir, mais elle, si. Et quand Louis IX est enfin en âge de régner, est-ce que Blanche décide de se retirer? Non. Elle reste au cœur du pouvoir. Les chroniqueurs de l'époque s'en plaignent. Joinville lui-même raconte que Louis n'osait pas voir sa propre femme Marguerite de Provence sans la permission de sa mère. C'est fou quand même. Il faut le dire, en 1242, Louis IX part en croisade et qui reste aux commandes du royaume, c'est Blanche. 60 ans passés, elle gouverne la France seule. Pendant combien de temps? 4 ans, jusqu'à sa mort le 27 novembre en 1252. Blanche de Castille a dirigé la France pendant plus d'une décennie au total. Elle a écrasé des révoltes, signé des traités, tenu un royaume et pourtant, quand on parle de cette période, on dit le règne de Saint-Louis, pas le règne de Blanche. Et oui. Alors, comme troisième portrait, nous allons parler de Anne de Beaujeu, décidément aujourd'hui. On va rester en France. On avance de 2 siècles et on arrive à la reine invisible. Anne de Beaujeu, fille de Louis XI. Si tu ne connais pas ce nom, c'est normal. Presque personne ne le connaît et c'est un scandale parce que cette femme a dirigé la France pendant 8 ans. En 1483, Louis XI meurt. Son fils, Charles VIII, a 13 ans. Les États généraux de 1424 se réunissent à Tours pour décider qui va gouverner. Officiellement, Anne n'obtient pas le titre de régente. Mais dans les faits, c'est elle qui prend les rênes. Louis XI, sur son lit de mort, l'aurait désignée en la qualifiant de « la moins folle femme de France ». Mais c'est sympa ça. La formule vient de Brantôme, donc on la prend avec prudence, mais elle dit tout sur la confiance que le vieux roi plaçait dans sa fille. Et Anne le mérite, il faut le dire. Dès 1485, une coalition de princes furieux d'être gouvernés par une femme se soulève. Le duc d'Orléans, le futur Louis XII, mène la révolte. On l'appelle la guerre folle. Ça dure 3 ans. Le 28 juillet en 1488, à la bataille de Saint-Aubin du Cormier, les troupes d'Anne écrasent les rebelles. Le duc d'Orléans est fait prisonnier. Et après la victoire militaire, Anne gère le politique. C'est elle qui négocie le rattachement de la Bretagne à la France. C'est elle qui organise la transition. Charles VIII prend le pouvoir personnel. Anne de Beaujeu a aussi laissé un texte extraordinaire. Les enseignements d'Anne de France, un traité qu'elle rédige pour sa fille, Suzanne, un manuel de l'art gouverné quand on est une femme dans un monde d'hommes. Au XVe siècle, c'est l'un des rares documents de ce type qui nous soit parvenu. Et malgré tout ça,
ouvre n'importe quel manuel d'histoire de France, Anne Beaujeu n'y est pas. Enfin bref. Pour le portrait numéro 4, nous allons parler de Louise de Savoie. On enchaîne toujours la France, quelques décennies plus tard, et cette fois-ci on parle d'une femme qui a été régente, non pas une fois, mais deux. Louise de Savoie, mère de François Ier, quand son fils monte sur le trône en 1515, Louise est déjà la personne la plus influente de la cour. Mais c'est en septembre, en 1515, quand François part en Italie, la fameuse campagne de Marignan, si vous connaissez, qu'elle prend officiellement la régence. Elle gère le royaume seule. Finances, justice, correspondance diplomatique, tout passe par elle. Et en 1525, c'est le désastre. François Ier est capturé à la bataille de Pavie par les troupes de Charles Quint. Le roi de France est prisonnier à Madrid et qui tient le pays? Louise. Pendant plus d'1 an, elle gouverne un royaume en crise. Elle négocie même avec l'Angleterre pour éviter une invasion. Elle maintient l'ordre intérieur alors que tout pourrait s'effondrer. Mais le coup de maître de Louise, c'est en 1529. Elle rencontre Marguerite d'Autriche, la tante de Charles Quint, à Cambrai. Et à elles deux, ces deux femmes négocient ce qu'on appelle la paix des dames, le traité de Cambrai. Un traité qui met fin à des années de guerre entre la France et le Saint-Empire. Négocié par deux femmes, signé par deux femmes, pendant que les rois regardent depuis les coulisses. Et Louise a fait quelque chose de rare pour l'époque. Elle a tenu un journal personnel où elle note les événements, ses pensées, les naissances, les morts. Ce manuscrit est conservé à la Bibliothèque nationale de France. C'est une source directe, une voix de femme du pouvoir du XVIe siècle. Et presque personne n'en parle. Louise meurt en 1531 sans elle. Il est probable que le règne de François Ier aurait été très différent et beaucoup plus court. Ah là là, c'est fou. Concernant le 5e portrait, nous allons parler de Marie-Caroline de Naples. C'est au XVIIIe siècle et une femme dont je connais probablement la sœur, parce que sa sœur, c'est Marie-Antoinette. Marie-Caroline d'Autriche, fille de Marie-Thérèse d'Autriche. En 1768, elle épouse Ferdinand IX de Naples. Et Ferdinand IX, comment dire, c'est pas exactement un fin stratège. Il aime la chasse, la pêche, les farces, la politique beaucoup moins. Et Marie-Caroline le comprend très vite. Dès les premières années du mariage, Ferdinand signe un décret qui accorde à Marie-Caroline un siège permanent au Conseil d'État. Ce n'est pas un coup de force, il lui donne les clés volontairement et elle s'en sert. Marie-Caroline réorganise l'administration napolitaine. Elle noue une alliance stratégique avec l'Angleterre, notamment avec John Acton, qu'elle place comme Premier ministre, et elle rompt l'influence traditionnelle de l'Espagne sur Naples. Et puis, la Révolution française éclate, et là, tout bascule. Pour Marie-Caroline, sa sœur Marie-Antoinette est guillotinée en 1793. Marie-Caroline est terrifiée et furieuse. Elle devient la plus farouche opposante à la France révolutionnaire, puis napoléonienne et méditerranée. Elle finance des réseaux, elle pousse Naples dans la guerre, elle manœuvre avec les Anglais et les Autrichiens. Ça finit mal, les troupes françaises viennent à Naples. Marie-Caroline est chassée, exilée. Elle est entre la Sicile et Vienne. Elle meurt en 1814, épuisée, oubliée. Mais pendant 30 ans, c'est elle qui a gouverné le royaume de Naples. Pas Ferdinand, elle. Et l'histoire retient qui? Ferdinand IX. Marie-Caroline, elle, a eu droit à une note de bas page. Quand elle a de la chance, qui sait? Enfin bref. Aliénor d'Aquitaine, Blanche de Castille, Anne de Beaujeu, Louise de Savoie et Marie-Caroline de Naples, 5 femmes qui ont tenu des royaumes dans leurs mains. 5 femmes que l'histoire officielle a rangées derrière un mari, un fils ou un silence. C'est pas terrible. Mais ici, sachez-le,
sur la cour de Sarah, on n'oublie personne. Si cet épisode t'a plu, partage-le parce que ces noms méritent d'être connus. Et on se retrouve à très vite pour la suite. À bientôt. Et merci de m'avoir écouté. Je suis désolée pour mes petites erreurs de syntaxe ou non, je sais pas. Mais c'est mon tout premier podcast, sachez-le. Merci, au revoir.